Bonjour à tous, bienvenue à l'école de la fiscalité du barreau des Hauts-de-Seine, donc pour cette troisième saison. C'est déjà le deuxième module. Nous allons vous parler ce matin de la loi de finances pour 2023 avec Clara Maignan et Myriam Moulouch qui sont avocates chez Tage et qui nous font l'honneur de dispenser cette formation. Voilà, écoutez, je vais les laisser présenter les mesures phares de la loi de finances pour 2023. Voilà, bonne formation à tous. Merci beaucoup Alexandre. Bonjour à tous. Donc effectivement, bienvenue pour cette formation loi de finances. Comme l'a très bien dit Alexandre, Clara et moi-même sommes donc avocates au sein de Loi de Société d'avocats. Nous sommes également membres du comité scientifique et fiscal. Donc nous avons travaillé cette loi de finances depuis le stade de projet. Nous avons suivi l'évolution. Et donc, nous sommes ravis aujourd'hui de vous en présenter les principales mesures, bien évidemment, parce qu'on ne pourra pas voir l'intégralité. On a dû faire des choix en espérant qu'ils correspondent à vos attentes, sachant que nous avons bien évidemment gardé les mesures phares. Alors, juste tout d'abord, un petit propos introductif peut-être pour vous rappeler le contexte dans lequel a été adoptée cette loi de finances, un contexte géopolitique et social marqué, puisque la loi de finances pour 2023 a d'abord été une loi, entre guillemets, post-crise pandémique et crise sanitaire à la suite du Covid. Donc, économiquement, effectivement, il y avait quand même un certain nombre de répercussions. Et avec la situation en Ukraine, la guerre en Ukraine, et donc la crise énergétique. À la suite de ce contexte, bien évidemment, il y avait une véritable volonté des pouvoirs publics de quand même maintenir la compétitivité des entreprises en tentant de maintenir les allègements qui avaient été notamment annoncés. Cette loi de finances, elle a donc aménagé un certain nombre de dispositifs en matière de fiscalité des entreprises et également en matière de fiscalité des personnes. Cependant, face à la volonté des pouvoirs publics de marquer une certaine stabilité, il n'y a pas de mesures exceptionnelles ou de renversement de la fiscalité à la suite de cette loi. Il y a quand même des changements majeurs qui avaient été prévus, typiquement, je pense, donc à la suppression de la CVAE. On va aller au travers de cette mesure qui, à la base, était donc souhaitée en une fois, mais finalement qui va se faire progressivement. Donc ça, on le verra ensemble. Je ne sais pas si Clara, en introduction, tu souhaites ajouter quelque chose de ton côté? Non? Ok. D'accord, très bien. Alors, je vous propose d'aller au travers des mesures qu'on a choisi de vous présenter. Pour des questions de bande passante, je vais juste laisser les slides, je vais enlever la caméra et puis je vous reprendrai en caméra à la fin de la présentation. Je vous propose de laisser uniquement les slides à ce stade. Alors, comme vous l'a dit, pardon, hop, j'ai un petit problème, voilà. Comme on vous l'a dit au départ, donc on a fait des choix de mesures en termes de fiscalité des entreprises, de contrôle fiscal, de fiscalité des personnes physiques. Clara et moi-même se sommes répartis les mesures, donc on ira au travers des différents articles de cette loi de finances. Je vais vous demander de bien couper les micros. Ainsi que vous l'a suggéré Alexandre, si jamais vous souhaitez intervenir, vous pouvez utiliser la petite main et dans le chat, vous pouvez à tout moment poser des questions, mais vu qu'on n'est pas nombreux, on essaiera plutôt de le faire à l'oral, en fonction bien évidemment de la réactivité, parce que je ne vois pas toujours les questions de chat, donc entre l'une et l'autre pour essayer de se faire des signes. On va commencer avec la fiscalité des entreprises. Donc la première mesure, c'est l'article 6 de la loi de finances avec la création d'un dispositif fiscal adapté aux captives de réassurance en France. Alors, juste pour vous, peut-être tout d'abord pour vous donner le contexte, qu'est-ce qu'une captive de réassurance? Eh bien, en fait, il s'agit d'une société au sein d'un groupe de sociétés qui réassure, en fait, qui couvre les risques d'un assureur tiers. Donc jusqu'à présent, les captives de réassurance des groupes français étaient plutôt domiciliées à l'étranger. On pense notamment au Luxembourg.
pour plusieurs raisons. Alors, il y avait certes une raison fiscale, mais pas que, hein. Il y a aussi des raisons, juridiques et de régulation. Disons que le, contexte, français n'était pas le plus favorable, ce que, a tenté donc, d'améliorer le législateur au travers de cet article, notamment pour l'aspect fiscal. Donc, au Luxembourg, on avait notamment une provision, pour fluctuation de sinistralité. On a tenté, également, enfin le législateur a tenté également en France d'adopter, un contexte, un peu plus favorable afin de favoriser, donc, le développement des captifs de réassurance, en France. L'objectif, bah, bien évidemment, c'est, parce que toujours, hein, on revient au même contexte avec les récentes crises sanitaires et économiques. Il y a les entreprises et les groupes on rencontre de multiples difficultés sur le marché de l'assurance et ont du mal à assurer, certains risques, notamment, du fait, bah, de l'augmentation, des tarifs, hein, qui ont augmenté en moyenne entre 30 à 100 sur les tarifs sur certains sinistres et également des franchises qui, elles, ont augmenté, on estime entre 50 et 100. Donc il y avait un vrai besoin spécifique, des groupes de pouvoir permettre la création de ce type de structure en France, et c'est pourquoi le législateur a décidé d'introduire, cette mesure, dans notre droit français. Donc désormais, à l'image de ce qui peut se faire à l'étranger, alors on n'a pas exactement les mêmes modalités, mais les entreprises, sont donc, autorisées, et vont être également autorisées à constituer, une provision. Alors juste pour remettre un petit peu, le contexte des captifs de réassurance, qu'est-ce qu'une captive de réassurance? Je vous l'ai déjà dit, mais c'est précis, enfin je vous l'ai dit dans les grandes lignes, mais c'est précisément elles sont précisément définies par le code des assurances à l'article L 352, troisièmement. Donc, si on reprend, c'est une entreprise qui est détenue par cette certaine entreprise financière ou non financière qui a pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie. Alors, quelles sont les modalités en fait, de ce dispositif, incitatif? Et bien, à l'image de ce qui se fait à l'étranger, le droit français, autorise désormais ces entreprises à, constituer une provision qui est destinée en fait à faire face aux charges, afférentes aux opérations de réassurance que vont, donc assurer bien sûr, ces structures. Alors, en revanche, ces, opérations de réassurance, pour pouvoir constituer cette provision, sont limitées à certaines catégories de risques qui sont, limitativement, énumérées, ce qui n'est pas le cas par exemple au Luxembourg où, la provision peut couvrir l'intégralité de l'activité de la captive. Alors je ne vais pas vous les dire ligne à ligne, mais en gros elles sont listées, c'est les quelques bullet points qu'il y a dans le champ d'application à droite, hein. On retiendra notamment la responsabilité civile générale et et les pertes pécuniaires qui sont quand même, 2 gros segments de l'assurance, qui avaient été particulièrement, marqués par les augmentations de tarifs. On peut, donc retenir, principalement ces 2 là, mais il s'agit de l'ensemble des catégories qui sont listées sur le slide. Alors ce qu'il faut retenir également, c'est que, cette, provision, ne s'applique pas, enfin ce dispositif, d'une manière générale, ne s'applique pas aux captifs de réassurance qui sont détenus par des entreprises financières. Ça ne concerne uniquement, les entreprises, non financières. Cette provision, elle va, également être, limitée. Elle va faire l'objet d'une double limitation, donc avec un plafond annuel des dotations qui sera fixé, dont le montant sera fixé par décret en fonction du niveau de bénéfice technique. Donc en gros, les bénéfices techniques, hein, grosso modo, c'est, les primes, moins, les sinistres couverts. Elle va également être, limitée de manière globale, le montant global de la provision va être, limité. Alors on attend le décret qui fixera le montant de cette limitation, mais on sait déjà que ce sera en fonction de la moyenne des 3 dernières années du minimum, de capital requis, tel que défini par le code, des assurances puisque comme, vous le savez ou
peut-être pas, mais les captifs de réassurance ont donc un minimum de capital requis et c'est sur cette base que sera fixée la limite du montant global de la provision. Voilà. Ce qu'il faut également retenir, c'est que les dotations annuelles qui ne sont pas utilisées seront rapportées aux bénéfices imposables au-delà de la 16e année, suivant celle de leur comptabilisation. Donc au bout de 16 ans, si la dotation n'est pas utilisée, elle devra être rapportée. Donc c'est un petit peu plus long que la provision pour risque égalisation, hein, qu'on connaît aujourd'hui en droit français, mais c'est parce que l'activité nécessite un délai un petit peu plus long. Voilà, ce qu'il faut également garder en tête, c'est qu'il y a une règle de non-cumul entre la provision instaurée par ce nouvel article et la provision d'égalisation qui est également prévue actuellement par l'article 39.QSG, grand 1 du Code général des impôts. Le dispositif devra entrer en vigueur le 1er janvier 2023. C'était un dispositif qui était attendu. On pensait potentiellement il avait déjà été discuté lors de la loi de finances précédente. Il n'avait pas vu le jour et il a finalement vu le jour sur amendement du gouvernement et a été retenu au titre du texte définitif. Voilà, donc il y a certains grands groupes, on a déjà entendu dans la presse, en tout cas 2 noms qui sont sortis qui vont déjà utiliser ce dispositif. Bienvenue puisque, effectivement dans le contexte actuel, il était important pour les entreprises de pouvoir assurer, ce risque. Voilà pour ce 1er dispositif. Le deuxième, dont on voulait vous parler, il s'agit de la contribution de solidarité des entreprises, pétrolières. Alors, comme je vous l'ai dit en début de présentation, hem, la loi de finances avait également, pour, objectif, intervenir au regard de la crise énergétique à laquelle nous faisons face et notamment au terme de cette crise énergétique, bien, il y a certaines entreprises qui ont pu, à l'inverse, voir leurs bénéfices largement augmenter, même grassement augmenter du fait de la situation. Et donc, il y a eu une volonté de redistribution au niveau tout d'abord européen. Donc, cette mesure, en fait, provient, de, la transposition dans notre droit national de mesures, européennes, donc notamment d'un règlement. Donc, ce règlement avait été adopté, formellement par le Conseil de l'UE, en octobre 2023. Il s'agit du règlement d'intervention d'urgence sur les marchés européens de l'énergie. Il a été publié au JO, le 7 octobre et il est entré en vigueur le 8 octobre 2022 et donc il imposait aux États membres, de transposer dans leur droit national une contribution notamment, puisque c'est pas la seule mesure, mais c'est la seule qu'on va retenir pour aujourd'hui, qui a été donc, transposée dans notre droit français via l'article 40 de la loi de finances pour 2023. Alors, juste pour rentrer un petit peu plus, dans les détails, et bah, l'idée, c'était, on a aussi entendu parler de la taxation sur les surprofits, en fait, hein. Bah, c'est cette idée-là, c'est de dire certaines entreprises énergétiques, alors que, d'autres, entreprises subissaient, une période de crise, ont pu voir leurs bénéfices largement augmenter et donc, l'idée, c'était de, les, taxer un petit peu plus, pour pouvoir, en fait, procéder à une entre guillemets, «une redistribution». Donc, le règlement à gauche, on va, je vous donne un petit peu je vous donne les grandes lignes du règlement et à droite, en fait, ce que la loi de finances pour 2023, est venue, donc apporter, comment elle l'a transposé en droit français, puisque le règlement, européen, proposait plusieurs options et donc, je vais vous indiquer, comment dans notre droit français finalement on a transposé cette mesure. Tout d'abord, quelles sont les entreprises, concernées? Puisque c'est vrai que ce point-là, c'est le premier point qui avait été discuté. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre, l'adoption, de cette mesure, mais finalement, cette mesure ne concernera que les entreprises, les entreprises énergétiques en tout cas qui font leurs bénéfices sur un certain nombre,
sur l'énergie, alors que il y avait eu des discussions pour que cette mesure soit étendue de manière plus large en droit français. Certains groupes politiques avaient la volonté que ce soit une mesure qui soit étendue, par exemple, à l'ensemble des entreprises et non pas seulement à celle du secteur énergétique. Il y avait également eu des discussions pour taxer les dividendes, etc. Donc finalement, la loi française va être sur ce point fidèle au règlement européen, puisqu'elle va directement y renvoyer. Donc, les entreprises qui sont concernées, ce sont les entreprises ou les établissements stables de l'Union européenne qui génèrent au moins 75% de leur chiffre d'affaires dans des activités économiques qui relèvent des secteurs des industries extractives, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de coquerie. Donc en France, ça concerne essentiellement les entreprises dont l'activité consiste en raffinage de pétrole. Il n'y a pas de seuil de matérialité, donc c'est dès lors qu'elle réalise au moins 75% de CA dans ces activités-là. En France, les entreprises concernées, le chiffre d'affaires, on prend en compte le chiffre d'affaires réalisé en France. En ce qui concerne l'assiette, eh bien, il s'agit en fait de baser cette contribution sur les bénéfices imposables, hein, tels que déterminés par les règles nationales, donc notre résultat taxable en France. Le règlement proposait d'appliquer cette contribution au titre des exercices fiscaux 2022 et 2023 ou 2022 ou 2023. En France, le législateur, à ce stade, n'a choisi d'appliquer cette contribution qu'à l'exercice 2022 et non pas aux deux. Il ne vise pas pour l'instant l'exercice 2023. Et donc, cette contribution concerne l'excédent de plus de 20% des bénéfices fiscaux moyens des 4 exercices précédents. Donc, de 2018 à 2021. On va prendre un exemple pour que ce soit un petit peu plus parlant ensuite, c'est-à-dire, en gros, on prend la moyenne des résultats de 2018 à 2021, on regarde l'exercice 2022, l'excédent au-delà de 125% de cette moyenne devra faire l'objet d'une taxation. Cette taxation, elle se fait au taux de 33%. C'est le taux également retenu en France. Donc, elle s'applique à l'intégralité des bénéfices excédentaires et pas uniquement à ceux qui sont issus des activités pétrolières. C'est-à-dire autant pour savoir si on est dans le champ d'application du règlement, on regarde si l'entreprise réalise effectivement 75% de son chiffre d'affaires sur ses activités, mais dès lors que la condition est remplie, c'est l'intégralité du bénéfice qui tombe sous le champ de la contribution. Voilà. Ensuite, les États européens avaient l'obligation d'aviser la Commission des arbitrages qu'ils avaient effectués au regard du règlement, donc à savoir comment ils avaient transposé, puisque comme je vous l'ai expliqué, il y avait une petite marge d'option pour les États afin de transposer ce règlement. Alors, si on prend un petit exemple concret, qui est quand même en général beaucoup plus parlant que lorsqu'on expose les règles théoriques comme ça. Si dans notre exemple, là, on a une entreprise qui a donc réalisé 10 millions de résultats fiscaux entre 2019 et 2020 pour 2019 et 2020. Au titre de 2021, elle réalise un résultat fiscal de 12 millions d'euros, et au titre de 2022, elle réalise un résultat fiscal de 45 millions d'euros. Donc, comme on fait, on a dit qu'on prenait la moyenne des résultats fiscaux des exercices 2019 à 2021. Donc là, on est à 19 250 000. On déclenche en fait la contribution pour uniquement la portion qui dépasse 120% de cette moyenne. Donc ici, les 120%, on arrive à 23 100 000 euros. Donc, on se rend donc le résultat fiscal au titre de 2023 est de 40 millions. Donc finalement, la base, le montant qui va être soumis à la contribution sera de 16 900 000 euros, ce qui nous donne un impôt de une contribution de 5 577 000 euros. Et donc cette contribution va s'ajouter à l'IS au taux standard. Donc ça va venir augmenter d'autant l'imposition de la société, c'est-à-dire qu'elle va avoir sur ce résultat excédentaire 33% d'imposition, mais elle fait également l'objet d'une taxation standard
un petit peu plus de 25% du taux d'IS classique. Donc on voit bien que l'idée, c'est de surtaxer, hein, on parlait de taxe sur les surprofits, ce bénéfice réalisé au titre des activités énergétiques précitées. Voilà. Je ne sais pas si cet exemple est assez clair ou si vous avez des questions par rapport à cette contribution et sur la manière dont elle s'applique. J'essaie de regarder un petit peu le chat. Je ne sais pas si l'exemple était assez clair pour vous. Auquel cas, bien évidemment, n'hésitez pas à lever la main. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette contribution n'est pas comme l'IS, hein, elle n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable. Elle est recouvrée comme en matière d'IS, hein, le 15 mai, enfin au mois de mai, dans le cas d'une clôture au 31 décembre, et sinon c'est le 15 du 4e mois qui suit la clôture de l'exercice. Le contrôle et les sanctions suivent également les règles applicables en matière d'IS. Les dernières petites précisions qu'ont apporté la loi de finances concernent bien évidemment les cas des groupes fiscaux, donc en cas d'intégration fiscale. Il est bien précisé que finalement la société membre du groupe d'intégration fiscale devra déterminer si elle répond à la condition de chiffre d'affaires précédent qui finalement déclenche enfin, qui fait que l'entreprise rentre dans le champ de la contribution, elle devra l'apprécier individuellement. Donc, ça c'est pas une condition qui s'applique au niveau du groupe, ça s'applique au niveau de la société membre, pris individuellement. Et de même, le calcul de l'assiette de la contribution se fera en considération du résultat imposable de la société membre, comme si elle était imposée séparément, donc selon le résultat qui figure sur l'imprimé 2058 ABIS. Voilà. Il y a une petite précision pour les sociétés de personnes, puisque le calcul devra être effectué sur la base des éléments de calcul de la société de personnes, mais ensuite il semblerait que chaque associé soit lui-même de la contribution à proportion des droits qu'il détient dans la société. Il y a une petite précision aussi également pour ce qui est des opérations de restructuration, des fusions, scissions ou apport partiel d'actifs, parce qu'on se rend bien compte que, de fait, ces opérations, le résultat fiscal peut bien évidemment être impacté significativement. Et donc, on n'a pas encore exactement les modalités. Tout ce qu'on sait, c'est que lorsqu'une opération de restructuration aura pour effet d'augmenter, en fait, ou de réduire l'assiette de la contribution, normalement, des corrections pourraient être apportées à due concurrence, mais on ne sait pas encore dans quelle modalité, et c'est des précisions à venir qu'on attend. Mais normalement, cet effet d'augmentation d'une restructuration devrait pouvoir être neutralisé. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette contribution. Sinon, nous passons à la mesure suivante, qui est la mesure phare du projet de loi de finances pour 2023 et qui concerne la suppression de la CVAE et l'ajustement du plafonnement de la CET, donc la contribution économique territoriale. Donc, comme vous le savez tous, la contribution économique territoriale est composée de 2 volets, hein, la CFVAE, donc la contribution sur la valeur ajoutée, et la CFE, la contribution foncière des entreprises. Cette CET, contribution économique territoriale, a remplacé il y a quelques années donc l'ancienne taxe professionnelle. Dans les projets du président et donc du gouvernement, il y avait notamment la suppression de cette taxe. Donc elle est amorcée avec la loi de finances pour 2023. Et comme je vous l'ai dit en début de présentation, cette suppression finalement va se faire progressivement et non pas en une fois. Donc c'est ce que nous allons voir au travers de ces slides. Donc on va voir comment on arrive à cette suppression en 3 étapes. Donc la première, on va voir qu'il s'agit d'une suppression progressive de la CVAE sur 2 années, qu'elle amène également à un ajustement du plafonnement de la contribution économique territoriale elle-même, puisque ce plafonnement concernait jusque-là la CVAE et la CFE.
il va progressivement ne plus concerner que la CFE. Donc cet ajustement va également se faire sur 2 années et enfin, on verra qu'il y a, en conséquence, un petit décalage du changement de taux de la taxe additionnelle à la CFE à la suite de cette suppression. Donc première étape, suppression progressive de la CVAE sur 2 années. Donc on avait déjà, connu, une première, mesure avec, la loi de finances 2021 qui était déjà venue diviser par 2, le montant de la CVAE, dans la lignée, de cette baisse de la fiscalité. La loi de finances, pour 2023 vient, carrément supprimer progressivement, cette taxe. Donc aujourd'hui, à l'issue, des règles, plutôt adoptées par la loi de finances 2021, finalement, le taux théorique de CVAE était, fixé à 0,75 pour l'ensemble des redevables. En revanche, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 50 millions d'euros, il y a une sorte de dégrèvement barémique, applicable. Qui aboutit finalement à une exonération de CVAE lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 € et à une taxation de la valeur ajoutée avec un taux variable selon que le chiffre d'affaires soit compris entre 500 000 € et 50 millions d'euros, avec un maximum à 0,75 %. Donc, on voit, les taux, en vigueur et les taux, auxquels vont aboutir la loi de finances 2023. Eh bien, c'est simple, hein, ils sont divisés par 2. Donc, à gauche, vous avez, les taux actuellement en vigueur en fonction du chiffre d'affaires réalisé, entre 500 000 € et 50 millions d'euros, puisque c'est à partir de 50 millions que 0,75 s'applique directement. Qu'apporte la loi de finances? Eh bien, elle va finalement, diviser, ces taux du, entre guillemets, «dégrèvement barémique» par 2 et pour aboutir au-delà de 50 millions, on passe donc de 0,75 à 0,375 Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, également, il peut y avoir, des potentiels, impacts dans les comptes consolidés pour, les exercices clos 31/12/2022, puisqu'il y a certaines entités qui comptabilisent, la CVAE en impôt sur le résultat et ce qui, peut conduire à des ajustements, nécessaires en impôts différés. Les autres petits aménagements, qui ont été apportés, en cohérence, concernent ce qu'on appelle l'ancien dégrèvement, complémentaire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros, puisque, ce dégrèvement était de 500 €, il est divisé par 2, donc il passe également à 250 €. Le montant minimum de la CVAE pour les entreprises, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 € passe, de 125 à 63 € et enfin, à l'inverse, les taux de frais de chambre, de CCI sera doublé puisqu'il était de 3,46, il passe à 6,92 %. C'est pour ne pas neutraliser les recettes que perçoivent donc ces chambres. Puisqu'on divise la base par 2, on multiplie le taux par 2 pour que finalement elles ne soient pas impactées. Ça c'est pour 2023 et pour 2024, à l'inverse, on arrive à une suppression totale de la CVAE et en conséquence également la suppression de la taxe, pour frais de, CCI. Voilà, donc en gros, 2023 réduction par 2 de la base, 2024 suppression totale. Ça, c'est le premier volet de la mesure. Alors, en termes, d'effet trésorerie, qu'est-ce qui va se passer, pour les entreprises donc, dans les mois à venir? Les prochaines échéances, donc, au titre du mois de mai 2023, les entreprises, devront toujours, calculer et déclarer leur valeur ajoutée d'effectifs salariés au titre de la CVAE 2022 par le dépôt du formulaire, 1330 CVAE. Et liquider également, et régulariser la CVAE 2022 via le formulaire, 1729 avec le paiement du solde. Ensuite, la prochaine étape, ce sera le 15 juin 2023 avec, le paiement du premier acompte, de CVAE 2023 et donc ce premier acompte sera pourra être mécaniquement divisé par 2 puisque, les entreprises sont censées payer, moitié moins en fait, hein, de taxes et même chose pour le deuxième acompte, de CVAE 2023 qui sera payé, donc au 15 septembre 2023. La dernière, normalement,
échéance sera au titre de 2024, 1er mai 2024, où, bien évidemment, les entreprises, devront, calculer et déclarer la valeur ajoutée et leur effectif salarié au titre de la CVAE 2023, dernière année, donc via dépôt de même formulaire, hein. 1330 CVAE, et puis elles liquideront, définitivement, le montant de la taxe et paieront le solde via, le dépôt du formulaire 1329, pareil. Donc ensuite, normalement, les entreprises n'auront plus, à s'acquitter de cette taxe. Alors, il y a, ça c'était le premier volet, hein. Donc, comme on le sait, la CVA la CET, donc contribution économique et territoriale, comme je vous le dis tout à l'heure, est composée de 2 modalités, CVAE et CFE, et cette CET est aujourd'hui plafonnée à 2 de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Mécaniquement, du fait que dans cette, équation CET, on va enlever la CVAE, il va falloir également, ajuster, ce mécanisme, de plafonnement, et donc ça, c'est la deuxième étape. Dès 2023, il va y avoir un abaissement du taux, de ce plafonnement qui sera encore de nouveau, heu, abaissé au titre, de 2024, puisque à ce moment-là, il y aura même plus de CVAE, donc on ne parlera plus du plafonnement de la CET, mais uniquement du plafonnement de la CFE. Alors, je pense que j'ai dû peut-être passer un slide parce que je ne vois pas celui sur l'ajustement corrélatif de la CFE. Pardon, je vous le remets. Si, mais c'est celui-ci, pardon. Donc, pour l'ajustement, corrélatif de la CFE, du plafonnement, pardon, de la CET. Juste pour vous dire que, ce taux de plafonnement, il passe au titre de l'année 2023 de 2 à 1,625 %. On l'abaisse puisqu'on aura diminué la CVAE de moitié, et au titre de 2024, il passe de 1,625 à 1,25 % puisque, là, on n'aura plus que la, CFE, et donc, la CFE, ne sera plus que plafonnée sur, 1,25 % de la valeur ajoutée. Le dernier volet de cette, suppression de la CVAE, c'est, le décalage du changement du taux de taxe additionnelle à la CFE. Actuellement, cette taxe additionnelle, à la CFE faisait l'application d'un taux transitoire, puisque la loi de finances pour 2020 avait prévu d'instaurer un taux national uniforme, de 0,89 % qui était censé s'appliquer à compter du 1er janvier 2023. Avec cette nouvelle règle de suppression, finalement, ce nouveau taux national uniforme, ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2024, et on continuera d'appliquer les taux transitoires de la taxe additionnelle à la CFE en 2023, comme, c'était le cas en 2022. Sachant que, jusqu'à présent, ces taux, transitoires étaient déterminés par les chambres régionales. Donc voilà, donc il y aura une année de plus, il y a un petit décalage d'1 an, du fait effectivement de cette nouvelle mesure de suppression, de la CVAE, qui est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises, sachant que, si on regarde l'impact, de cette CVAE, les économistes, ont plutôt, eu tendance à, enfin à remarquer que, cette CVAE, cette suppression de CVAE aurait un impact pour les grands groupes avant tout, et impacterait, surtout, le secteur industriel, mais pas que, hein. Donc voilà, l'ensemble des entreprises, pourraient être impactées, mais avant tout les grands groupes et secteur industriel. Je ne sais pas si, Clara, tu avais des volontés d'ajouter quelque chose, sur ce point, de la CVAE. J'avais juste un dernier point à vous, sur lequel on voulait attirer votre attention. C'était par rapport à une modification des normes comptables. Je ne sais pas si vous avez entendu du règlement de ville 2206, qui avait prévu qui modifie le règlement ANC, relatif au PCG, donc plan comptable général, qui est en cours d'homologation. Donc il faut je voulais juste vous faire un petit,
un petit rapprochement avec ce qui se passe en matière de CVAE. Juste pour vous dire que ce nouveau règlement, qui est censé rentrer en vigueur à compter de 2025, va apporter une modification de la définition du résultat exceptionnel. Alors vous allez me dire quel est le lien avec la CVAE. Juste pour mémoire, la CVAE est quand même basée sur le calcul de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle est définie par rapport au chiffre d'affaires qui est lui-même en fait déterminé selon les produits d'exploitation et les charges d'exploitation tels qu'ils sont définis par le plan comptable général. Or, si ce nouveau règlement vient modifier la définition du résultat exceptionnel, certains éléments qui sont aujourd'hui en produits d'exploitation, en charge d'exploitation, pourraient se voir passer en résultat exceptionnel, et à l'inverse, certains éléments qui sont aujourd'hui comptabilisés en résultat exceptionnel pourraient venir renflouer les produits ou les charges d'exploitation telles qu'ils sont définis aujourd'hui. Donc mécaniquement, ils impacteraient le calcul de la valeur ajoutée. Alors vous allez me dire: «Oui, mais 2025, d'ici 2025, on n'aura plus de CVAE». C'est vrai, sauf que la valeur ajoutée ne sert pas uniquement à déterminer la CVAE, elle sert également à déterminer le plafonnement de la CET, puisque le plafonnement de la CET, comme on l'a vu précédemment, c'est un pourcentage de la valeur ajoutée tel que défini, tel qu'on l'utilise pour le montant de CVAE. Donc si lorsque ce règlement vient modifier le montant, enfin les éléments du résultat exceptionnel, ils peuvent effectivement également impacter cette valeur ajoutée et donc le plafonnement de la CET. Voilà, c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit pour les projections futures, éventuellement, en ce qui concerne le plafonnement de la CET. C'est un des éléments qu'on voulait porter à votre attention pour boucler toutes les informations relatives à cette suppression de la CVAE. Voilà. J'en ai fini pour ces quelques mesures. Je ne sais pas si vous avez des questions, auquel cas n'hésitez pas à utiliser la petite main qui est donc sur le Teams. Sinon, je vais laisser la parole à Clara sur la prochaine mesure. Alors, on change de contexte et d'ambiance, puisqu'on va parler d'une petite mesure qui est à la fois technique et qui a vocation à assurer une mise en cohérence entre deux dispositifs qui ressemblent un peu et qui sont respectivement les articles 42 septies et 236 du Code général des impôts. Ces deux dispositifs distincts qui autorisent l'étalement de l'imposition résultant de la perception de subventions publiques destinées à financer respectivement des biens d'équipement pour le 42 septies et pour le 236, des dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d'opérations de R&D. L'article 42 septies, il prévoit ainsi un dispositif d'étalement de subventions publiques d'équipement à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisation déterminée. Dans ce cas, et si l'entreprise exerce une option en ce sens, alors les subventions seront rattachées aux résultats imposables au rythme d'amortissement des immobilisations. Sont visées les subventions, étaient jusqu'à présent visées les subventions versées soit par l'État, soit par les collectivités territoriales ou les organismes publics ou l'Union européenne. La mesure, elle est amendée à la marge par la loi de finances pour 2023 pour y inclure également les subventions qui sont versées non seulement par l'Union européenne, mais également par les organismes qui seraient créés par des institutions de l'Union européenne. Son champ est également étendu de manière marginale pour s'appliquer, alors c'est très spécifique, aux subventions qui sont perçues à raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie, ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations déterminées. Donc ça, c'était pour le 42 septies. Le 236 est aménagé aussi. Alors lui, il prévoit que les subventions qui sont allouées aux entreprises par des organismes publics et qui sont affectées au financement des dépenses de fonctionnement dans le cadre d'opérations de recherche peuvent également faire l'objet, dans certains cas, d'un mécanisme d'étalement. Jusqu'à présent, les subventions publiques visées étaient plus restreintes puisqu'il s'agissait des seules subventions versées par l'État ou par des collectivités territoriales ou pour des établissements publics spécialisés. Et donc, on ne prenait pas en compte, pour le bénéfice de ce mécanisme, les subventions versées par l'Union européenne.
En cohérence, la loi de finances pour 2023, elle vient ouvrir le champ du mécanisme pour y inclure également les subventions qui seraient octroyées soit par l'Union européenne, soit par des institutions ou des organismes créés ad hoc par l'Union européenne. Voilà, c'était vraiment une petite mesure de mise en cohérence, disons. On va passer à la mesure suivante et je redonne la main à Myriam. Oui, tout à fait. Alors, la prochaine mesure concerne l'actionnariat, salarié, hein. C'est juste une mesure de prorogation. C'est quelque chose qui existait déjà, précédemment. Alors juste pour vous, redonner un petit peu le contexte, il s'agit donc de la prorogation de l'exonération du forfait social, sur certains abondements de l'employeur, au PEE, donc plan d'épargne entreprise. Alors, petit rappel, le forfait social, en fait, c'est une contribution donc qui est effectivement à la charge de l'employeur et qui s'applique sur certains éléments de rémunération tels que visés par le code de la sécurité sociale. Son taux de droit commun, c'est 20%, donc ce qui représente quand même une charge assez importante pour l'employeur. Par dérogation, il y a donc une application du forfait social au taux réduit de 10% pour les abondements de l'employeur sur un PEE qui complète en fait les versements des bénéficiaires et qui sont consacrés à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement de l'entreprise ou d'une autre entreprise du groupe. Bien évidemment, l'idée, c'était d'encourager les employeurs à abonder ces plans au profit des bénéficiaires, des salariés en général. Donc, ce qu'avait instauré la loi de finances pour 2021, c'était une exonération totale et non plus un taux réduit de 10% pour les abondements donc de l'employeur sur un PEE qui viennent compléter le versement des bénéficiaires pour ce qui concerne l'achat d'actions ou de certificats d'investissement. Donc, cette exonération totale était au titre des années 2021 et 2022. La loi de finances pour 2023 vient uniquement ajouter une année de plus et étend donc cette exonération totale pour les versements complémentaires de l'employeur qui sont effectués donc au titre de cette année 2023. Bien évidemment, ça concerne les entreprises de plus de 50 salariés puisque les entreprises qui sont en dessous sont totalement exonérées de forfait social pour ce type de versement. Voilà, donc j'en dis pas plus, c'est juste garder à l'esprit que ce dispositif fera l'objet d'une extension pour une année de plus, au grand bonheur des bénéficiaires. Autre Je laisse la mesure parole à Clara. technique, mais intéressante, qui vise à assouplir les engagements de conservation en cas d'opération d'apport-attribution soumis à agrément. Alors, c'est un régime un peu spécifique que vous connaissez peut-être. Les dispositions de l'article 115.2 du Code général des impôts permettent, sous certaines conditions et de plein droit, de ne pas considérer l'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actifs ou une branche complète d'activité placée sous le régime de faveur de l'article 210A aux associés de la porteuse comme une distribution de revenus mobiliers. En revanche, lorsque l'apport partiel d'actifs ou de titres assimilés n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité, ou alors lorsque la société apporteuse ne dispose pas au moins d'une branche complète d'activité après l'opération d'apport, alors pour bénéficier du régime, c'est pas impossible, mais il faut aller demander un agrément. Et cet agrément, pour qu'il soit délivré, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies. D'abord, il faut que les conditions générales d'application du régime de faveur des restructurations, donc qui sont prévues à l'article 110B3 du CGI, soient remplies. Ce qui implique notamment que les titres qui seront remis en contrepartie de l'apport soient conservés pendant 3 ans. Ensuite, l'attribution des titres, il faut prouver qu'elle est justifiée par un motif économique. Et enfin, et c'est vraiment le point qui va nous intéresser aujourd'hui, les associés de la société apporteuse doivent formellement prendre l'engagement de conserver ces titres pendant 3 ans, à compter de la date de réalisation de l'apport. Jusqu'à présent, cette condition de conservation des titres de la porteuse pendant 3 ans, elle concernait seulement 2 catégories d'actionnaires. D'abord, d'un côté, ceux qui détiennent au moins 5% des droits de vote à la date d'approbation de l'apport, ou alors ceux qui détiennent au moins 0,1% des droits de vote, mais qui ont exercé dans les 6 mois précédant la date d'approbation de l'apport, directement ou alors par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration et de surveillance. Ça, c'était le tableau jusqu'au 1er janvier 2023. Qu'est-ce que la loi de finances pour 2023, elle est venue modifier? Elle est venue affranchir, sous certaines conditions, certains associés de la société apporteuse de cette obligation de conservation.
Ainsi, les actionnaires qui détiennent au moins 5% des droits de vote de la porteuse à la date d'approbation de l'apport ne sont plus soumis, depuis le 1er janvier 2023, à l'obligation de conservation des titres de la porteuse lorsque les trois conditions suivantes soient remplies. Condition numéro 1, les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé, qu'il soit français ou européen. Condition numéro 2, la société apporteuse ne doit pas être contrôlée par un actionnaire ou par un groupe d'actionnaires agissant de concert au sens de l'article L133-3 du Code de commerce. Condition numéro 3, l'actionnaire qui détient 5% au moins des droits de vote de la société apporteuse ne doit pas exercer une influence notable sur la gestion de cette dernière. Bien entendu, par ailleurs, toutes les autres conditions qui sont nécessaires pour obtenir l'agrément restent requises. Et voilà, on vient enlever une obligation de conservation pour certains actionnaires, obligation de conservation qui pouvait être assez lourde. On va parler du taux de l'impôt sur les sociétés maintenant, et plus particulièrement du taux d'impôt sur les sociétés réduit de 15% qui bénéficie aux PME. Alors, pour mémoire, les PME bénéficiaient actuellement d'une imposition au taux réduit de 15% dans la limite de 38 200 € de bénéfices imposables. Alors, quand on parle de PME, contrairement à d'autres dispositions en matière de fiscalité, on ne parle pas de PME européenne, mais on parle de PME qui remplissent des conditions spécifiques et sui generis pour l'application de cette mesure, c'est-à-dire les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 10 millions d'euros au titre de l'exercice concerné, dont le capital est entièrement libéré et qui sont détenues de manière continue à 75% au moins, soit par des personnes physiques, soit par des sociétés qui remplissent elles-mêmes ces critères de PME. Et la loi de finances pour 2023, qu'est-ce qu'elle est venue apporter? Elle est venue porter la limite de bénéfices imposables soumis au taux réduit de 15% de 38 200 € à 42 500 € pour une application au titre d'exercice clos à compter du 31 décembre 2022. Donc voilà, c'est une mesure qui est intéressante et puis qui concerne tous les exercices 2022. On a profité aussi de l'occasion pour vous faire un tout petit rappel sur le taux de droit commun de l'IS, qui a beaucoup bougé entre 2018 et 2022, mais qui est désormais stabilisé à 25% pour toutes les entreprises, auxquelles peuvent venir s'ajouter ces 3S le cas échéant, avec ce taux de 15% sur une fraction des bénéfices imposables des PME. Je vous propose d'ouvrir une petite parenthèse fiscalité de l'innovation. Vous parlez de deux mesures en la matière, que sont respectivement la prorogation du crédit d'impôt nouvelle collection et la prorogation du statut de jeune entreprise innovante. Alors, on va commencer avec le crédit d'impôt nouvelle collection. Le crédit d'impôt collection, en fait, c'est une déclinaison du CIR, du crédit d'impôt recherche, spécifique au secteur du textile. Alors, il bénéficie aux entreprises industrielles du secteur textile, habillement, cuir, au titre des dépenses exposées dans le cadre de l'élaboration de leur nouvelle collection, ainsi qu'au titre des dépenses qui sont liées à l'élaboration de nouvelles collections, lorsqu'elles sont confiées à des stylistes ou à des cabinets de style qui sont agréés extérieurs à l'entreprise. Donc cette déclinaison du CIR, elle présente un caractère temporaire, puisqu'elle avait vocation à venir à expiration au 31 décembre 2022. Bonne nouvelle pour les entreprises concernées, le dispositif est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Et puis ça fait partie des mesures qui sont régulièrement reconduites. Donc il y a fort à parier que même au-delà du 31 décembre 2024, la mesure pourrait être prorogée à nouveau à l'avenir, mais affaire à suivre. Toujours dans la veine fiscalité de l'innovation, quelques mots sur la reconduction pour 3 ans du statut de jeune entreprise innovante. Alors, c'est un statut qui est accordé aux PME, là, au sens du droit de l'Union européenne, qui ont la particularité d'engager chaque année des dépenses de R&D qui représentent au moins 15% de leurs charges fiscalement déductibles. Jusqu'à présent, ce régime, il était réservé aux sociétés créées depuis moins de 11 ans. Alors, c'est un statut qui est très avantageux à plusieurs titres. D'abord, puisqu'il donne droit à une période d'exonération totale des bénéfices, d'une période de 12 mois, suivie d'une période d'abattement de 50%, de 12 mois également.
Et ça, on pouvait en bénéficier au titre des 11 premières années de création. Donc c'est 2 périodes d'exonération, mais bon, potentiellement une entreprise qui est déficitaire ne veut pas en bénéficier tout de suite, donc il y avait cette possibilité sur les 11 premières années. Pendant leurs 7 premières années d'existence, elles peuvent également bénéficier d'une exonération d'impôts locaux, qui pour le coup est à la discrétion des collectivités territoriales, ainsi que d'une exonération de charges sociales patronales spécifiques. Et autre avantage, tant qu'elles ont le statut de jeune entreprise innovante, elles peuvent demander la restitution immédiate de leur crédit d'impôt recherche le cas échéant. C'est-à-dire qu'elles sont pas tenues d'attendre les 3 ans pour se faire rembourser leur CIA. Ce statut, il avait aussi vocation à être temporaire. Il est reconduit d'année en année depuis plusieurs années. Et là, normalement, il devait s'éteindre pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2023. La finance pour 2023, elle est venue prolonger le dispositif, puisqu'il s'appliquera finalement aux entreprises encore créées jusqu'au 31 décembre 2025. En revanche, il vient un peu modifier en matière d'imposition des bénéfices la durée du régime jeune entreprise innovante, puisque pour les entreprises qui seront créées à partir du 1er janvier 2023, la fameuse période pendant laquelle elles pourront demander l'exonération de bénéfices sera baissée de 11 à 8 ans. Et voilà ce que je voulais vous dire en matière de fiscalité et d'innovation. Un petit mot rapide sur des mesures en fiscalité locale, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder plus que de raison, parce qu'elles auront un impact pour vos clients et même pour nous à titre personnel, mais d'une manière indirecte. La première, c'est le report de la prise d'effet de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation. Peut-être que vous vous en souvenez, mais la loi de finances pour 2019, elle est venue donner une nouvelle définition des modalités de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation qui sont retenues pour l'assiette des impositions directes locales, donc, notamment la TFPB, la taxe d'habitation et la CFE. En principe, cette révision, elle doit être effective en 2026. Finalement, le calendrier, il a été décalé de 2 ans et les résultats de la révision ne seront intégrés pour la première fois dans les bases d'imposition qu'en 2028. Donc, on n'y est pas encore. Autre mesure dans la même veine, le report de l'actualisation de l'évaluation des locaux professionnels. Le principe, c'est que la valeur locative des locaux professionnels, elle doit être actualisée tous les 6 ans, avec à cette occasion une révision de la délimitation des secteurs d'évaluation des locaux professionnels et des tarifs par mètre carré, et aussi une révision de la définition des parcelles. La première actualisation, elle a été réalisée en 2022 en vue d'une intégration dans les bases d'imposition des impôts locaux dus au titre de 2023. Finalement, là encore, il y aura un petit décalage puisque les résultats de l'actualisation ne seront pris en compte qu'à compter des impositions de 2025. Pour 2023, la base, elle sera simplement revalorisée selon les règles de droit commun. Et en l'absence de questions, je vous propose à présent de passer aux mesures en matière de contrôle fiscal. Merci Clara. Alors effectivement, on a, en matière de contrôle fiscal, on a eu quelques mesures dans la loi de finances pour 2023, mais on voulait également vous présenter une seule mesure qui, elle, provient de la loi de finances pour la sécurité sociale 2023 et qui concerne les contrôles URSSAF, parce que les liens sont quand même entre l'administration fiscale et l'administration des URSSAF assez proches, et on trouvait quand même important d'exposer cette mesure à l'occasion de cette présentation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mesure ? Juste pour rappel, en principe, lors d'un contrôle URSSAF, les inspecteurs ne peuvent recueillir les informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes qui sont rémunérées par cette personne contrôlée. Donc, c'est expressément prévu par le Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'au sein d'un groupe, lorsque vous avez plusieurs sociétés, on raisonne donc par entité contrôlée, et en principe, et cette disposition avait d'ailleurs fait l'objet d'une interprétation stricte par la Cour de cassation, c'est qu'il y avait jusque-là une impossibilité pour l'inspecteur de recueillir des informations auprès d'autres sociétés du groupe pour une société du groupe qui est contrôlée. Donc c'était vraiment
l'inspecteur contrôle une entité et il ne peut recueillir des informations qu'au titre de ces entités et utiliser ces informations que pour celles-ci. Donc, si jamais il voulait obtenir directement des informations auprès de tiers, il était obligé de faire usage de son droit de communication, qui a un champ d'application qui est distinct et qui requiert un certain nombre de formalités et de garanties. Pour faciliter les contrôles au sein des groupes, la loi de finances pour la sécurité sociale de 2023 a instauré un droit, donc pour ces inspecteurs, d'utiliser les informations et documents qui sont obtenus lors d'un précédent contrôle au titre d'une entité pour une autre société du groupe. Alors le groupe, pour cette nouvelle prérogative de l'inspecteur, est définie au sens du code de commerce, hein, les articles L233.1 et L233.3 du code de commerce qu'on connaît bien puisqu'ils ils servent de référence pour plusieurs dispositifs fiscaux. Alors, en contrepartie de cette nouvelle prérogative, bien évidemment, le contribuable bénéficie de garanties, hein, donc la première, c'est que si jamais l'inspecteur utilise des informations obtenues d'un précédent contrôle d'une autre entité, il doit bien évidemment informer la personne contrôlée, donc la personne, on entend l'entité contrôlée, de la teneur et de l'origine des informations utilisées. Et du coup, l'entité contrôlée peut demander la communication des informations en cause. Alors, faut bien faire attention, hein, ça veut pas, l'inspecteur ne peut pas pour autant faire absolument tout ce qu'il le souhaite, hein. C'est-à-dire qu'il peut uniquement utiliser les informations obtenues lors d'un précédent contrôle, mais il peut pas pour autant déclencher normalement un contrôle enfin, juste afin d'obtenir ces informations. Après, à la limite, bien évidemment, la pratique nous le dira, mais cette prérogative est à la base instaurée afin de pouvoir recourir à des documents qui ont déjà été portés à la connaissance de l'inspecteur et n'est pas censé, bien évidemment, déclencher un contrôle juste pour obtenir ces documents. Voilà. Donc cette prérogative s'applique à compter du 1er janvier 2023. On trouvait important de vous le faire connaître pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de reprendre connaissance. Ensuite, il y avait 2 autres mesures de contrôle fiscal qu'il nous semblait important de porter à votre connaissance, mais alors là, pour le coup, ça concerne les personnes physiques. La première, c'est dans le contexte d'un ESFP, donc un examen de la situation fiscale personnelle d'une personne physique, et ça concerne les relevés de compte du contribuable. Alors jusqu'à présent, juste pour mémoire, un petit rappel, c'est lorsque l'administration demande au contribuable de produire ses comptes bancaires dans le cadre d'un contrôle fiscal, celui-ci a un délai de 60 jours pour les fournir. Et en cas de non-production par le redevable, l'administration peut directement, enfin réitérer sa demande auprès des établissements financiers qui tiennent les comptes du redevable, donc enfin du contribuable. Donc ce qui a pour en général en conséquence de permettre à l'administration de prolonger la durée du contrôle, qui est à l'origine d'1 an. Donc à supposer qu'elle ait besoin de 6 mois pour obtenir ces documents finalement auprès de l'administration, ces relevés de compte parce que le contribuable ne lui a pas fourni, eh bien le contrôle, au lieu de durer 1 an, il durera 1 an et 6 mois. Donc afin de un petit peu faciliter cette procédure et tous ces allers-retours, la loi de finances pour 2023 instaure une nouvelle prérogative pour l'administration qui a connaissance de comptes bancaires du contribuable situé en France. Et ben, désormais, elle a la possibilité de demander directement aux établissements financiers la teneur de ces relevés de compte du contribuable. Dans ce cas, la formalité, enfin je veux dire la garantie qui, entre guillemets, est la formalité qui doit être accomplie par l'administration, c'est de mentionner qu'elle a été directement obtenir ces informations auprès de l'établissement financier dans l'avis de vérification du contribuable.
Et ça, c'est pour les comptes, bien évidemment, dont elle a connaissance, qu'elle ne peut pas aller vers un établissement financier si elle n'a pas connaissance d'un compte. Pour les comptes dont elle n'a pas connaissance, qu'ils soient situés en France ou à l'étranger, hein, on retourne dans la procédure classique. Donc, elle demande, le contribuable a l'obligation de fournir la liste et les relevés de compte qu'il a. Et si jamais l'administration en prend connaissance ultérieurement, elle retourne à la procédure classique et elle peut tenter de faire usage de son droit de sa demande. Et on retombe avec cette possibilité de proroger le contrôle de la durée nécessaire pour obtenir ces informations. Voilà. Donc cette nouvelle mesure, elle est applicable à tous les examens de la situation fiscale personnelle de la contribuable qui sont engagés à compter du 1er janvier 2023. C'est une mesure de simplification, hein. C'est vrai que c'est plus simple pour l'administration maintenant, avec tous les recoupements de données informatiques, d'aller directement obtenir l'information auprès des établissements financiers, plutôt que de se tourner vers le contribuable qui doit lui-même reprendre l'information et ensuite le transférer. Donc ça permet un gain de temps et ça diminue la durée du contrôle, sachant qu'en général, elle arrive à obtenir l'information. Le deuxième volet dont je voulais vous parler, c'était l'extension du pouvoir de contrôle de l'administration sur les contrats de capitalisation ou de placement détenus à l'étranger. Alors juste pareil, pour un bref petit rappel, les contribuables ont normalement l'obligation une obligation déclarative dès lors qu'en fait ils ont souscrit un contrat de capitalisation ou de placement auprès d'organismes qui sont établis hors de France. Donc ça, c'est l'article 1649 AA du CGI. Et parmi ces contrats de capitalisation ou de placement de nature, on compte les contrats d'assurance vie. Cependant, l'article L23C du LPF qui permet à l'administration de demander, en dehors de tout contrôle, des informations ou des justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des placements qui sont placés sur ces contrats, ne concerne que les contrats d'assurance vie. Donc, en gros, lorsque un contribuable a ouvert un contrat d'assurance vie à l'étranger, qu'il a dissimulé, c'est-à-dire qu'il n'a pas déclaré une seule fois au titre des 10 dernières années, par recours à cet article L23C du LPF, l'administration peut lui demander des informations ou des justifications. Si jamais le contribuable ne fournit pas ces informations sur ces contrats ou d'assurance vie à l'étranger, l'administration peut considérer que les sommes qui y sont déposées constituent un patrimoine acquis à titre gratuit et peut appliquer d'office les droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé de 60%. Ça, c'est l'article 755 du Code général des impôts qui lui donne cette faculté. Donc, on avait un décalage en fait entre l'obligation déclarative qui concerne tous les contrats de capitalisation et de placement et cette possibilité d'obtenir des informations et des justifications sur les contrats d'assurance vie à l'étranger dissimulés, mais uniquement les contrats d'assurance vie. Donc, on avait un décalage entre le champ d'application de l'obligation déclarative et le champ d'application de cette possibilité de demande d'information et de justification qui déclenchait ensuite en conséquence, en cas d'absence d'information ou de réponse insuffisante, la taxation au droit de mutation de 60%. Du coup, la loi de finances, elle est venue aligner finalement le champ d'application de l'obligation déclarative avec cette faculté d'obtenir des informations ou des justifications. Donc désormais, les pouvoirs de contrôle conférés à l'administration par l'article L23C du livre des procédures fiscales est étendu à l'ensemble, l'intégralité des contrats de capitalisation ou de placement, et non plus seulement aux contrats d'assurance vie. Donc cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2023. Donc de même, sur les autres contrats dissimulés, donc on entend par dissimulés, qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration au titre des 10 dernières années, l'administration pourra demander des informations en dehors de tout contrôle. Et en cas d'absence de réponse, l'administration pourra réputer les sommes déposées sur ces contrats comme un patrimoine acquis à titre gratuit. Et pareil, faire l'objet les soumettre à une taxation d'office au droit de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé de 60%. Il s'agit d'une présomption. Il appartient au contribuable de la renverser.
Ça, c'était pour les 2 mesures. Clara, ensuite, voulez-vous également vous présenter une autre mesure et une autre qui a finalement été censurée par le Conseil constitutionnel? C'est un aménagement à la marge pour moderniser les conditions d'exercice du droit de communication de l'administration auprès des dépositaires de documents publics. Peut-être que vous le savez, mais l'administration, elle dispose d'un droit de communication auprès des dépositaires des registres de l'état civil, ainsi qu'auprès de toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics. Ces personnes, lorsque l'administration leur en fait la demande, elles sont tenues de lui communiquer sur place les registres et actes. Jusqu'à présent étaient formellement concernés les notaires, les huissiers de justice, les secrétaires greffiers et les autorités administratives pour tous les actes qu'ils reçoivent ou rédigent en dépôt, à l'exception toutefois des testaments dès lors que leur auteur est encore en vie, ce qui se comprend aisément. La loi de finances 2023, elle est venue aménager à la marge le droit de communication pour le moderniser, avec 2 nouveautés. D'abord, on supprime l'exigence que le droit de communication soit exercé sur place, c'était un peu désuet. Maintenant, les documents pourront être adressés à l'administration par courrier ou même par voie électronique. Et puis, les commissaires de justice, qui est une profession qui a tout récemment été créée et qui résulte de la fusion des métiers d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, sont formellement intégrés au rang des dépositaires de documents publics auxquels le droit de communication s'applique. Voilà, donc c'était un petit aménagement à la marge. Alors ensuite, je ne vais pas en parler plus que ça, mais c'est une mesure qui avait vocation à tirer les conséquences d'une décision de censure du Conseil constitutionnel, s'agissant de l'article 60 du Code des douanes, qui prévoit la faculté pour les agents des douanes de procéder à des opérations de perquisition, s'agissant des marchandises, des moyens de transport ou des personnes en matière douanière. L'article avait été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel au motif qu'il ne contenait pas de précision suffisante en ce qui concerne le cadre applicable à la conduite des opérations de contrôle. Pour laisser au législateur le temps de revoir sa copie, le Conseil constitue, il avait comme souvent différé les effets de sa déclaration au 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l'article 60 sont abrogées. Donc, ce qu'a fait le législateur, c'est que lui, il était venu reprendre cet article 60 pour le rendre plus conforme en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel. Mais ça a été censuré une nouvelle fois en estimant que c'est un article qui ne trouvait pas sa place dans une loi de finances. Donc il n'y a pas de souci à se faire, hein. La mesure, elle va être reprise dans un projet de texte dans les mois à venir, mais bon, pour l'instant, l'article a été censuré. On a fait le tour de ce qu'on voulait se dire en matière de contrôle fiscal. On va passer à la fiscalité des personnes physiques. Alors, premier slide qui n'appelle pas de commentaires plus que ça de ma part, c'est la traditionnelle revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, qui nous intéresse aussi tous à titre personnel. Comme chaque année, il est indexé sur l'inflation. Donc, je vous laisse regarder, prendre connaissance rapidement des modifications qui ont été effectuées et qui sera applicable pour les revenus 2022. Autre mesure plus significative en matière de fiscalité des personnes, 2 aménagements du mécanisme du prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, à défaut de le pratiquer au quotidien, vous en percevez les effets mensuellement. En très bref, vous savez que depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source constitue le régime de droit commun du paiement de l'impôt sur le revenu. Il concerne la majorité des revenus perçus par les contribuables, puisqu'il s'agit des revenus d'activité de remplacement, et des revenus fonciers. Selon la nature du revenu, il est prélevé soit par le biais d'une retenue à la source, qui est pratiquée par le débiteur de revenus, donc c'est-à-dire dans la majorité des cas l'employeur, soit par le biais d'un acompte contemporain directement prélevé par l'administration sur le compte bancaire du contribuable. La loi de finances pour 2023, elle est venue aménager le mécanisme du prélèvement à la source sur 2 points. D'abord, premier point, en étendant le mécanisme de l'acompte à certains revenus tirés d'une activité salariée exercée en France et versés par un employeur étranger. On y reviendra.
Et la loi de finances 2023, elle est également venue aménager les modalités de modulation à la baisse du taux du prélèvement à la source. Sur le premier point, c'est-à-dire l'extension du mécanisme Lacompte à certains revenus tirés d'une activité salariée exercée en France et versés par un employeur étranger. Jusqu'à présent, les salaires de source française, c'est-à-dire les salaires qui sont perçus en contrepartie d'une activité exercée en France et versés à un contribuable fiscalement domicilié en France, sont soumis au mécanisme de la revenue à la source, que l'employeur soit ou non établi en France. En revanche, ce n'est pas le cas des salaires de source étrangère, c'est-à-dire ceux qui sont perçus en contrepartie d'une activité exercée à l'étranger, versée à un contribuable fiscalement domicilié en France par un employeur établi hors de France, qui sont eux soumis au versement d'un acompte. La loi de finances pour 2023, elle soumet également au mécanisme de l'acompte les traitements et salaires de source française versés à un contribuable qui est fiscalement domicilié en France par un employeur établi hors de France. En fait, ça vise vraiment les frontaliers et qui veulent plus recourir au télétravail. Pour que ce dispositif s'applique, 2 conditions doivent être remplies. La première, il faut que l'employeur soit établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à la directive européenne du 16 mars 2010. Évidemment, il ne faut pas que l'État en question soit un État ou territoire non coopératif. Le salarié bénéficiaire des revenus, lui, il ne doit pas être à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale par application du règlement européen du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En pratique, sont concernés les salariés qui résident en France et qui perçoivent des rémunérations d'un employeur étranger à raison d'une activité exercée en France pour une durée inférieure à 25% de leur temps de travail total. La question se posait de savoir si la Suisse était susceptible d'être concernée par la mesure, puisque le texte prévoit des mesures qui sont un peu incohérentes et en contradiction, qui laissent penser que la Suisse pourrait être concernée, et à l'inverse, qui, en posant cette condition de conclusion d'un accord d'assistance au recouvrement, exclut de facto la Suisse. Dans le cadre de 2 communiqués distincts, l'administration, elle vient de prendre position et elle semble clairement exclure l'application du dispositif aux employeurs suisses. En revanche, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, elle a indiqué que la mesure pouvait s'appliquer aux résidents fiscaux français qui travaillent au Royaume-Uni, à la condition toutefois qu'ils soient en ligne avec les accords qui avaient été négociés au moment du Brexit. En pratique, ça concerne les salariés fiscaux français qui travaillent au Royaume-Uni et qui sont affiliés à la sécurité sociale britannique avant le 1er janvier 2021 et qui sont restés demeurés affiliés à la sécurité sociale britannique sans interruption depuis. Les employeurs qui veulent bénéficier du dispositif, ils vont devoir, en tout état de cause, se plier à certaines obligations déclaratives spécifiques assez lourdes, puisqu'il leur faudra déclarer chaque année à l'administration fiscale pour chaque bénéficiaire des informations relatives au montant net imposable de l'impôt sur le revenu perçu sur ces revenus, à une date qui sera fixée par un arrêté ministériel qu'on attend encore. Le manquement à cette obligation, il sera sanctionné par une amende capée entre 500 et 50 000 € par déclaration, et qui serait égale à 5% des sommes qui auraient dû être déclarées en cas d'omission ou d'exactitude dans la déclaration, et 10% des sommes qui auraient dû être déclarées en cas de non-dépôt dans les délais prescrits. Un mécanisme de régularisation spontanée sera toutefois prévu, un peu comme ce qui existe en matière de DAS 2. La mesure a la vocation à s'appliquer aux revenus perçus depuis le 1er janvier 2023. Deuxième aménagement qui a une portée plus universelle, ça va être sur la faculté de moduler à la baisse le taux du prélèvement à la source. L'un des avantages majeurs du mécanisme de prélèvement à la source, c'est son caractère relativement contemporain, qui permet de gommer, pour partie en tout cas, le décalage entre la perception des revenus et leur imposition. Et à cette fin, il est possible de modifier à tout moment le taux de prélèvement à la source, qui est applicable à un contribuable, si ce contribuable anticipe une baisse ou une hausse de ses revenus. Sans surprise, la modulation à la hausse n'est soumise à aucune condition. À tout moment, vous pouvez choisir de retenir un taux de prélèvement à la source plus important.
En revanche, la modulation à la baisse, elle est soumise à certaines conditions, et notamment, il faut que le contribuable puisse prouver au préalable l'existence d'un écart de 10% entre le montant du prélèvement qui résulte de sa situation et des revenus de l'année en cours estimés, et le montant du prélèvement qu'il supporterait au cours de cette année en l'absence de modulation. La loi de finances pour 2022, elle est venue préciser que la modulation à la baisse, elle sera désormais possible en présence de tout écart supérieur à 5% et non plus à 10% entre le prélèvement estimé et le montant du prélèvement qui serait supporté en l'absence de modulation. Et la mesure, elle s'applique aux revenus perçus depuis le 1er janvier 2023 également. Un mot rapide sur le renforcement du crédit d'impôt pour la garde des jeunes enfants. Alors c'est un crédit d'impôt qui bénéficie aux contribuables qui ont recours à des services de garde rendus à l'extérieur du domicile pour leurs enfants âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Alors il y a quelques conditions à respecter, et notamment la garde, elle doit être assurée soit par une assistante maternelle à créer, soit par un établissement de garde relevant du contrôle sanitaire. En pratique, c'est les crèches, les garderies, les haltes garderies assimilées. Ce crédit d'impôt, il est égal à 50% des dépenses correspondant aux frais de garde, mais il est capé puisque jusqu'à présent, c'était 50% des frais de garde dans la limite annuelle de 2 300 € par enfant, soit un avantage fiscal de 1 150 € par enfant maximum. La loi de finances pour 2023, elle est venue muscler ce crédit d'impôt à compter de l'imposition des revenus 2022. Donc le taux du crédit d'impôt, il reste toujours égal à 50% des frais de garde. En revanche, ces frais de garde, ils pourront être retenus dans une limite annuelle de 3 500 € par enfant, soit un avantage fiscal maximal de 2 750 € par enfant au titre d'une année civile, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, prochaine mesure dont on voulait vous parler, c'est pareil, hein, c'est juste une prorogation. C'est la prorogation du taux majoré à 25% du dispositif IR-PME, hein, qui est bien connu maintenant. Pour rappel, c'est la possibilité pour les contribuables qui sont fiscalement domiciliés en France de pouvoir en fait bénéficier d'une réduction d'impôt sur les revenus relative à la souscription en numéraire ou en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés non cotées. Le dispositif avait donc été renforcé par la loi de finances 2018 qui avait fait passer le taux de cette réduction d'impôt sur le revenu de 18% à 25%. Cette augmentation du taux était cependant à l'origine limitée dans le temps. Elle a fait cependant l'objet, cette augmentation, d'une application de manière discontinue. Pourquoi ? Puisque cette réduction d'impôt en fait rende dans le cadre de la procédure aide d'État et qui du coup nécessite une notification à la Commission européenne qui doit donner son aval. Donc à chaque fois, l'entrée en vigueur de cette augmentation de taux est décalée puisqu'elle doit attendre cet aval de la Commission européenne. Ce qui fait que depuis la loi de finances pour 2020 jusqu'à ce jour, l'augmentation du taux a été sur quelques mois de l'année et prorogée plusieurs fois afin de pouvoir compenser un peu cette discontinuité de majoration du taux. Chaque année, la mesure est reconduite. Donc c'est également le cas pour 2023. Donc on continue de vouloir appliquer cette majoration du taux de 25% jusqu'au 31 décembre 2023. Simplement, cette mesure, elle ne pourra pas rentrer en vigueur tant que la Commission européenne n'aura pas donné son aval. Donc du coup, elle s'appliquera aux souscriptions et aux augmentations de capital qui est fixée par une date fixée par elle-même décret et qui ne pourra pas être postérieure à plus de 2 mois à la date de réception par le gouvernement de la réponse de la Commission quant à son application. Voilà, cette application du taux majoré de 25% concerne également les investissements dans les foncières solidaires chargées d'un service d'intérêt économique général. Je ne sais pas si vous avez, pour votre part, beaucoup de clients qui appliquent cette mesure. Pour ma part, j'en connais pas, donc peut-être qu'on vous le mentionne quand même. Sachant que cette augmentation du taux devra également faire l'objet d'un rapport au Parlement avant le 30 septembre 2023 pour évaluer les modifications qui sont susceptibles d'être apportées
à ces deux dispositifs, donc IRPME et foncière solidaire. Voilà. Juste pour vous rappeler qu'il y aura encore une prorogation de cette mesure. Un petit mot sur la prorogation du renforcement du crédit d'impôt pour la formation du chef d'entreprise. Alors, ce crédit d'impôt, il bénéficie aux entreprises qui relèvent du régime réel sur les bénéfices ou qui sont temporairement exonérés. Et il est égal au nombre d'heures de formation de son dirigeant multiplié par le taux horaire brut du SMIC, dans la limite toutefois d'un plafond de 40 heures de formation par année civile et par entreprise, soit environ 440 €. La finance 2022, elle était déjà venue renforcer de manière temporaire ce crédit d'impôt pour les micro-entreprises au sens du droit européen. Donc, au sens du droit européen, une micro-entreprise, c'est celle qui emploie moins de 10 salariés et qui réalise un chiffre d'affaires ou dont le total de bilan n'excède pas 2 millions d'euros. Pour ces micro-entreprises de la finance 2022, elle est venue doubler le plafond des heures de formation prises en compte pour le porter de 40 heures à 80 heures. Ce doublement, il avait vocation à être temporaire et à venir expiration au 31 décembre 2022. Il n'en sera finalement rien, puisque la loi de finances pour 2023, elle vient ajouter sa pierre à l'édifice en prorogeant ce doublement jusqu'au 31 décembre 2024, toujours pour les seules micro-entreprises. Et en outre, il est prévu que le gouvernement remette au Parlement d'ici septembre 2023 une évaluation du crédit d'impôt pour faire le point à la fois sur son efficacité et sur son coût pour les finances publiques. Donc, ça veut dire potentiellement qu'il pourrait être supprimé ou qu'il pourrait être renforcé. Affaire à suivre. Alors, dans la lignée prorogation des crédits d'impôt, un dernier qui concerne plutôt les particuliers, c'est la prorogation du crédit d'impôt au titre des bornes de recharge de véhicules électriques. On est dans la période où on encourage effectivement tout ce qui peut être énergie verte. Donc, pour mémoire, qu'est-ce que c'est que ce crédit d'impôt? Il y avait eu l'instauration d'un crédit d'impôt qui était à l'origine temporaire en faveur des personnes physiques, donc qui équipent leur résidence principale ou potentiellement secondaire d'un système de recharge pour les véhicules électriques. Donc, ce crédit d'impôt est égal à 75% du montant des dépenses de fourniture de matériel et de pose qu'ils vont donc supporter à ce titre. Il est plafonné à 300 €. Il arrive à l'expiration au 31 décembre 2023 et ce crédit d'impôt est prorogé donc jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, c'est le moment pour toute personne qui souhaiterait faire l'installation d'y procéder, puisque ça lui permettra effectivement de bénéficier d'un crédit d'impôt de 75% dans la limite de 300 €. Voilà. La prochaine mesure, alors c'est juste pour vous faire un petit rappel d'une mesure qui existait déjà et qui a également été prorogée un petit peu différemment. Il s'agit du bouclier tarifaire. On avait dit en début de présentation effectivement qu'il y avait eu certaines mesures qui ont été adoptées face donc à la crise de l'énergie. Il y avait eu effectivement une mesure bouclier tarifaire qui avait été adoptée précédemment avec un volet fiscal, puisque le bouclier tarifaire n'a pas qu'un volet fiscal. Pour rappel, en ce qui concerne donc le volet fiscal de ce bouclier tarifaire, il s'agit de la réduction des tarifs d'accise sur l'électricité. Donc, la loi de finances pour 2022 avait donc permis la baisse de la TICFE applicable jusqu'au 1er janvier 2023. Donc, pour mémoire, la TICFE, c'est la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité qui est donc inclue dans les factures d'électricité de toute personne, contribuable professionnel comme particulier. Donc, cette baisse de la taxe permettait finalement au consommateur final d'avoir une consommation réduite. C'était notamment pour faire face à la crise de l'énergie, cette crise qui continue malheureusement. La loi de finances pour 2023 vient proroger ce bouclier tarifaire et maintient temporairement donc cette baisse de la TICFE tant pour les particuliers que pour les professionnels. Donc, du coup, du 1er février 2023 jusqu'au 31 janvier 2024, on continue sur les mêmes tarifs de TICFE, c'est-à-dire 1 € par mégawattheure pour la consommation des ménages et 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.
sachant que c'est la limite en fait qui est permis par le droit de l'UE, hein, c'est la limite plancher. C'est pour ça que notamment notre loi ne va pas en dessous de ce tarif. La seule différence, c'est que jusqu'à présent, la loi permettait plutôt au gouvernement de minorer le niveau de cette taxe jusqu'à ce plancher. Et désormais, c'est directement ce plancher qui est inscrit dans la loi et qui sera donc applicable jusqu'au 31 janvier 2024, avec un petit effet mécanique supplémentaire, c'est que désormais la TICFE comprend la TTCFE, pardon pour tous ces acronymes. Donc la TTCFE, c'est la taxe communale sur les consommations finales d'électricité, et du fait que désormais elle soit inclue à compter de 2023 dans la TICFE, bah, ça fait mécaniquement une augmentation du bouclier, puisqu'on a une taxe en plus avec un même plancher. Voilà, rapidement juste pour cette petite mesure. Et puis, dernière mesure de cette loi de finances 2023 dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est comme chaque année la suppression traditionnelle de mesures fiscales qui sont jugées inefficientes, obsolètes ou sous-utilisées. Alors, je ne vais pas détailler les mesures puisqu'il s'agit pour la plupart de dispositifs moribonds et hors service depuis un bon moment déjà. La première mesure va peut-être vous interpeller en revanche, puisqu'il s'agit de la suppression du régime de patent box aux revenus d'invention non brevetés mais brevetables, dont la brevetabilité a été reconnue comme telle par l'INPI. Alors ces revenus, ils bénéficieront désormais plus du taux réduit de 10%, mais ils sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Pas de panique, en réalité, cette mesure, elle n'impacterait pas grand monde puisqu'elle était réservée aux PME et qu'a priori, en pratique, elle n'était pas vraiment très utilisée. Donc, elle ne devrait pas être trop durement regrettée par les entreprises. Pardon, je pensais être en mute, je suis désolée. On a évoqué en fait l'ensemble des mesures dont on voulait parler et ça tombe bien parce qu'il est 11h29, donc on aura tenu le timing. Je voulais juste vous dire que bien évidemment, lors des différentes navettes parlementaires, il y a certaines mesures qui ont fleuri mais qui n'ont pas été finalement adoptées. On voulait juste vous présenter en termes de fiscalité des personnes 2 mesures qui ont finalement pas vu le jour mais qui ont quand même été mentionnées pas mal dans la presse. Donc, il faut bien avoir à l'esprit qu'elles ne figurent pas dans le texte final. Il y en a une troisième, en réalité, en fiscalité des entreprises qui concernait la taxe sur les super-profits, hein. La discussion était plus autour du champ d'application, comme je vous l'avais dit au départ. Il y avait eu un peu un vent de panique parce qu'on pensait qu'elle pouvait potentiellement concerner toutes les entreprises. Finalement, la France a choisi de limiter aux entreprises du secteur énergétique telles que visées par le règlement européen. Donc ça, on l'a vu en début de présentation. Je voulais juste finir avec 2 mesures concernant la fiscalité des personnes et qui finalement n'ont pas été adoptées. Il y avait la taxation des actionnaires des grandes entreprises au titre des dividendes et gains de rachat d'actions. Il y avait une volonté d'augmenter donc le taux du prélèvement forfaitaire unique pour ces actionnaires de grandes entreprises et de le passer de 12,8 à 17,8%. Finalement, ça n'a pas été adopté. C'était censé concerner les entreprises qui réalisaient un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros dans les grandes lignes. Juste garder à l'esprit que cette mesure n'a pas été, ne figure pas dans le texte final et donc n'est pas adoptée. Et la deuxième mesure qui n'a pas vu le jour, c'était la réforme qui concerne l'imposition des plus-values de cession de valeurs immobilières réalisées par les personnes physiques, donc la vente des biens immobiliers des personnes physiques. Aujourd'hui, on a un système d'abattement pour durée de détention avec certains abattements exceptionnels. Il y avait une volonté de supprimer ce système-là et d'avoir juste une mesure avec un volet à deux, une mesure avec 2 volets en considération en fait du taux de détention du délai de détention de ces biens immobiliers. Si les biens étaient détenus depuis plus de 2 ans, il y avait une volonté de diminuer le taux réel d'imposition de 36,2 à 15%, 9% au titre de l'impôt sur le revenu et 6% au titre des prélèvements sociaux. Et si le bien immobilier était détenu depuis moins de 2 ans au moment de la revente, il y avait une volonté d'avoir un taux d'imposition flat, fixe, de 30%, avec 18% au titre de l'IR et 12% au titre des prélèvements sociaux. Je ne vais pas plus loin, il y avait également une volonté d'abroger la taxe sur les plus-values qui excédait 50 000 euros. Je ne vais pas bien parce que finalement, cette taxe n'a pas été adoptée, mais on voulait quand même vous les évoquer parce que c'est vrai que vous pouviez également avoir eu vent de ces propositions.
qui avait sollicité certains émois. Voilà. Je n'ai pas d'autres points que je souhaitais là porter à votre esprit. Je remets ma caméra parce que j'avais dit que je la mettrais en début et à la fin pour ne pas trop utiliser de bande passante. Merci d'avoir assisté à la présentation jusqu'à son terme. Je ne sais pas si vous avez des commentaires avant qu'on se quitte. On a parfaitement tenu le timing, donc merci Clara, merci Alexandre. Alexandre, je ne sais pas de même si vous souhaitez reprendre la parole avant la fin de cette présentation, donc je laisse la parole libre. Merci beaucoup Françoise. Je suis ravie que c'était clair parce que c'est dense sur des mesures techniques et c'est pas toujours évident à présenter, donc et à distance encore moins. Donc c'est vrai que j'aimerais bien qu'une autre fois nous puissions le faire en présentiel. Ce serait effectivement quelque chose d'intéressant. Ce serait plus chouette. Oui. Mais merci beaucoup pour cette formation sur la loi de finances. Pour la 3e année consécutive, je pense qu'on peut déjà vous donner rendez-vous en janvier 2024 pour la loi de finances 2024. Grand plaisir. Voilà. Merci Une beaucoup. valeur sûre. Bah, écoutez, merci aux participants et puis merci à Clara et Myriam. Et je vais couper l'enregistrement et ce webinaire est terminé. Merci beaucoup. Merci à tous. tous. Très bonne journée. À Bonne bientôt. Au journée. revoir.